Lorenzo Rivas n'avait pas bougé depuis plus de 3 mois. Les médecins étaient convaincus qu'il était dans un état végétatif persistant, sans aucun espoir réaliste de guérison. Ses proches avaient déjà commencé à discuter de l'avenir de son entreprise, de sa fortune et de l'héritage qu'il avait construit en 5 décennies d'efforts. C'est alors qu'un événement inattendu se produisit. Par la fenêtre entr'ouverte de la chambre 312, un chat entra discrètement. C'était un chat tigré maigrelet, au pelage mêlé de taches brunes et blanches. Personne ne le vit entrer, mais lorsque l'infirmière revint avec les médicaments du soir, elle s'arrêta net. L'animal était recroquevillé sur le lit, tapotant doucement le visage de Lorenzo avec sa patte. « Oh mon Dieu !» s'écria-t-elle, surprise, en laissant tomber le plateau qu'elle tenait. Le fracas résonna dans le couloir silencieux. Le chat ne bougea pas. Il resta là, miaulant doucement, comme s'il parlait à l'homme inconscient. Sa patte glissait lentement sur son visage, avec tendresse. Affolée, l'infirmière se précipita pour faire sortir l'animal, mais celui-ci s'agrippa au drap avec ses griffes, refusant de partir. « Allez, sors de là, descends !» supplia-t-elle, tentant de le prendre sans se faire griffer. C'est à ce moment-là que la porte s'ouvrit et que le médecin entra, attiré par le bruit. Le docteur Matteo Delgado, âgé de seulement 32 ans, était déjà reconnu comme l'un des meilleurs neurologues de l'hôpital. Il s'arrêta sur le seuil, observant la scène avec attention. « Attendez, dit-il, en faisant signe à l'infirmière de ne rien faire. Regardez son visage. » L'infirmière tourna la tête et eut le souffle coupé. Une larme s'était formée et coulait lentement sur la joue de Lorenzo Rivas. Une seule larme, glissant doucement sur sa peau. « Ce n'est pas possible », murmura le médecin, s'approchant du lit. « Les personnes dans un coma aussi profond ne versent pas de larmes d'émotion. » Il sortit une lampe de poche de la poche de sa blouse et examina les yeux du patient. Aucune réaction. Aucun mouvement. Mais la larme était bien réelle, mouillant l'oreiller en dessous. « Je vais appeler la famille », murmura l'infirmière, incapable de comprendre ce qu'elle voyait. Le chat continuait de miauler, plus fort maintenant, comme s'il cherchait à attirer l'attention. Le docteur Matteo le regardait toujours, intrigué. C'était comme si l'animal reconnaissait l'homme, comme s'il existait un lien invisible entre eux. « Laissez-le », dit fermement le médecin. « Je veux voir ce qui va se passer. » À 11 heures ce soir-là, le téléphone de Julia Rivas se mit à sonner. Elle était chez elle, en train de regarder un film pour se changer les idées, quand elle vit le numéro de l'hôpital s'afficher à l'écran. Son premier réflexe fut d'ignorer l'appel, peut-être même d'éteindre le téléphone et faire semblant de dormir, mais quelque chose en elle lui dit de répondre. « Madame Rivas ?» C'était la voix de l'infirmière. « Il faut que vous veniez à l'hôpital. Il s'est passé quelque chose avec votre père. » Le cœur de Julia se mit à battre à tout rompre. Malgré toute la colère accumulée et les années de distance émotionnelle, ces mots la frappèrent en plein cœur. « Est-ce qu'il est mort ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Non, rien de tel, mais c'est important, vous devez venir tout de suite. » Elle ne posa pas d'autres questions. Elle attrapa son sac et ses clés et sortit en courant, oubliant presque de fermer la porte derrière elle. Le trajet lui parut interminable. Chaque feu rouge semblait durer une éternité. Pendant qu'elle attendait, ses pensées tournaient à toute vitesse. Quand était-elle venue voir son père pour la dernière fois? 3 semaines? Peut-être 4? Elle ne s'en souvenait même plus. Lorsqu'elle arriva enfin, elle courut dans les couloirs silencieux jusqu'à la chambre 312. La porte était entr'ouverte et elle entendit des voix à l'intérieur. Elle s'arrêta un instant pour reprendre son souffle, puis poussa la porte et se figea. Un chat tigré, maigre et ébouriffé, était allongé à côté de son père, ronronnant bruyamment. Et Lorenzo Rivas, l'homme qui n'avait pas bougé depuis 3 longs mois, avait tourné le visage vers l'animal. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Julia en entrant déboussolée. Le docteur Matteo se tourna vers elle. « Madame Rivas, je sais que cela va vous paraître étrange, mais quelque chose a changé depuis l'arrivée de ce chat. Votre père a réagi. Nous l'avons vu pleurer dès que le chat l'a touché. »« Pleurer ?»
Julia le regarda comme s'il racontait n'importe quoi. « Mon père est totalement inconscient depuis des mois. Il ne peut pas pleurer. »« Je l'ai vu de mes propres yeux, » répondit calmement le médecin. « Et ce n'est pas tout. Sa tête ne regardait pas dans cette direction tout à l'heure. Maintenant, elle est tournée vers le chat. » Encore sous le choc, Julia s'approcha du lit. Le chat tigré leva la tête et la fixa de ses yeux verts perçants. Il y avait quelque chose chez ce chat qui réveillait une sensation étrange au fond d'elle, une familiarité inexplicable. Puis, comme une scène oubliée qui revient soudain, cela la frappa. Ce chat, elle l'avait déjà vu. « C'est impossible, » murmura-t-elle. « Vous reconnaissez cet animal ?» demanda doucement le médecin. Julia hocha lentement la tête, les souvenirs lui revenant en un éclair. « Mon père, il y a des années, il nourrissait un chat sur le parking de l'entreprise, » dit-elle à voix basse. « Je me souviens l'avoir vu quand je venais déposer ou récupérer des papiers. J'ai toujours cru que c'était un simple chat errant qu'il nourrissait de temps en temps. » Le docteur Matteo prit une note rapide sur son carnet. Cela pourrait expliquer sa réaction. Il y a peut-être un lien affectif dont personne n'avait conscience. Julia s'assit dans le fauteuil à côté du lit d'hôpital. Le chat tourna les yeux vers elle sans bouger. Il resta proche du visage de Lorenzo, ronronnant doucement, un son régulier qui apaisait toute la pièce. « Depuis combien de temps ça dure ?» demanda-t-elle. « Cela fait environ 2 heures que nous avons trouvé le chat ici, » répondit l'infirmière. « Nous avons essayé plusieurs fois de le faire sortir, mais il devient agité et s'accroche au drap avec ses griffes. » Julia observa attentivement son père. Son visage, autrefois tendu, marqué par le stress et l'obsession du travail et de la réussite, semblait changer. Plus doux, plus calme. Même s'il restait inconscient, une sérénité nouvelle se lisait sur ses traits, une expression qu'elle n'avait pas vue depuis des années. « Qu'il reste !» dit-elle soudainement, se surprenant elle-même par cette décision. « Si ça l'aide, s'il réagit, alors laissons le chat ici. Chers spectateurs RIS, si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Cela nous aide plus que vous ne l'imaginez. » Les jours suivants semblèrent irréels. Chaque matin, sans exception, le même chat revenait, entrant toujours par la fenêtre entr'ouverte. Le personnel de l'hôpital finit par l'accepter, allant même jusqu'à lui laisser de petits bols de nourriture et d'eau dans un coin de la chambre. Julia se mit à venir plus souvent, s'asseyant en silence, observant ce lien improbable qui se formait entre son père et l'animal. Finalement, elle décida d'en parler à quelqu'un qui pourrait en savoir plus. Claudia Morales, l'assistante de son père depuis de nombreuses années. Si quelqu'un pouvait comprendre cette étrange connexion, c'était bien elle. Claudia était aux côtés de Lorenzo depuis 15 ans. Elle connaissait ses habitudes mieux que personne. Elles se donnèrent rendez-vous dans un petit café proche de l'hôpital. Comme toujours, Claudia était ponctuelle, une femme d'une 60aine d'années, les cheveux gris soigneusement relevés et de fines lunettes de lecture suspendues à une chaîne dorée autour du cou. « Julia, ma chérie, » dit-elle avec chaleur en lui faisant une accolade. « Comment va ton père ?»« Toujours pareil, » répondit Julia, « mais il se passe quelque chose d'étrange. Un chat apparaît régulièrement dans sa chambre. » Le visage de Claudia changea instantanément. Une expression mêlée de surprise et de souvenirs lointains passa dans ses yeux. « Un tigré, marron et blanc ?»« Oui, » répondit Julia. « Vous connaissez ce chat ?» Claudia poussa un long soupir en remuant son café noir devant elle. « Ton père passait du temps avec ce chat tous les matins. Avant de commencer sa journée, il descendait sur le parking avec un petit sac de croquettes. Il restait là environ 20 minutes, simplement assis à lui parler. »« Lui parler ?» répéta Julia étonnée. « Oui, je l'ai entendu plusieurs fois, » dit Claudia en hochant lentement la tête. Il parlait de choses qu'il n'a jamais confiées à personne d'autre. Ses inquiétudes, ses doutes, même ses regrets. Ce chat était devenu son compagnon silencieux. Un poids s'installa dans la poitrine de Julia. Elle réalisa à quel point elle connaissait peu son père.
Jamais elle n'aurait imaginé qu'il puisse avoir une telle vulnérabilité, qu'il ait besoin de se confier, même à un être qui ne pouvait pas répondre. Après son AVC, poursuivit Claudia, j'ai cherché le chat. Je voulais continuer à le nourrir, comme il le faisait, mais il avait disparu. Je l'ai cherché pendant des jours. J'ai cru que quelqu'un l'avait adopté ou qu'il était parti ailleurs. Et maintenant, il est à l'hôpital, dit doucement Julia. C'est comme s'il comprenait, répondit Claudia, la voix à peine audible, comme s'il savait qu'il avait besoin de lui plus que jamais. Elles restèrent silencieuses, entourées du cliquetis des cuillères et des tasses. Julia remuait machinalement son café, perdue dans ses pensées, réfléchissant à toutes les facettes de son père qu'elle n'avait jamais connues. Toutes ces parties de lui restaient cachées derrière le silence et la routine. « Claudia, demande-t-elle à voix basse, pourquoi tu crois que mon père arrivait à se confier à un chat, mais pas aux gens qu'il aimait ?» L'assistante retira ses lunettes et les essuya doucement avec un tissu, prenant le temps avant de répondre. « Ton père était un homme complexe, Julia. Il a accompli de grandes choses, mais il en a payé le prix. Il portait une lourde culpabilité à propos de ce qui s'était passé avec toi, ta mère et ton frère, expliqua-t-elle tendrement. Je crois qu'il n'arrivait pas à admettre ses erreurs devant ceux qu'il aimait le plus. Mais un chat, ajouta-t-elle avec un léger sourire, un animal ne juge pas, il écoute simplement. Julia sentit ses yeux s'embuer. Elle savait qu'elle n'était pas irréprochable. Plutôt que d'essayer de comprendre son père, elle avait choisi de garder sa rancœur. Plus tard dans la journée, en revenant à l'hôpital, elle entra dans une scène tendue. Son oncle Ricardo se trouvait dans la chambre, en pleine dispute avec le docteur Matteo. « C'est totalement inapproprié », lança Ricardo, furieux, en pointant le chat roulé en boule près de Lorenzo. Un animal qui se promène librement dans une unité de soins intensifs, c'est dangereux et insalubre. « Monsieur Ricardo, » répondit calmement le médecin, « depuis que le chat vient ici, nous avons constaté des améliorations mesurables et constantes dans les signes vitaux du patient. Les changements sont minimes, mais réels. » « Je me fiche de vos chiffres, » coupa Ricardo. « C'est moi qui gère l'entreprise familiale maintenant, et je veux que cet animal soit retiré immédiatement. » À ce moment-là, Julia entra complètement dans la pièce et referma la porte derrière elle. « Ce n'est pas à toi de prendre cette décision, » dit-elle d'un ton ferme. « Je suis sa fille, le choix m'appartient. » Ricardo se retourna brusquement, le visage rougi par la colère. « Ah, maintenant tu t'en soucies. Après des semaines d'absence, tu joues soudain la fille attentionnée à cause d'un chat errant ?» Les mots la frappèrent, surtout parce qu'ils étaient en partie vrais. Mais Julia resta ferme. « Le chat reste. S'il aide mon père d'une quelconque manière, alors il reste. » Ricardo ricana froidement. « Tu es naïve. Il ne se réveillera jamais. Plus vite tu l'acceptes, plus ce sera simple pour tout le monde. » « Tu veux dire plus simple pour toi, » répliqua-t-elle, « parce que tant qu'il est inconscient, c'est toi qui commandes. » Un silence pesant s'installa. Ricardo la fixa avec une expression indéchiffrable, entre colère et nervosité. « Tu ne sais pas de quoi tu m'accuses, » dit-il d'une voix basse. « Alors explique, » lança Julia. « Dis-moi pourquoi tu tiens tant à te débarrasser de ce chat. Pourquoi es-tu si pressé de le déclarer sans espoir ?» Ricardo ne répondit pas. Il se retourna et quitta la pièce d'un pas vif, claquant la porte derrière lui. Le docteur Matteo poussa un long soupir. « Votre famille, elle n'est pas facile, hein ?»« Tu n'as pas idée, » répondit Julia en s'affaissant dans le fauteuil à côté du lit. Le chat ouvrit les yeux et la regarda un instant. Puis il bâilla longuement, s'étira paresseusement et se blottit de nouveau contre Lorenzo. Julia tendit la main et caressa son pelage. Il était doux sous ses doigts, même si le chat semblait avoir mené une vie rude dehors. « Comment as-tu fait ?» demanda-t-elle à voix basse, sans attendre de réponse. « Qu'est-ce qui a poussé mon père à réagir à toi alors que rien d'autre ne fonctionnait ?» Dans les jours qui suivirent, Julia commença à creuser plus profondément dans la vie de son père. Elle se mit à parler avec les anciens employés, ceux qui avaient travaillé avec lui pendant des années, voire des décennies.
Chaque échange révélait une facette d'un homme qu'elle n'avait jamais vraiment pris le temps de connaître. Don Carlo Ferri, le concierge, lui raconta que Lorenzo avait discrètement payé les frais d'université de son fils. Doña Elena, du service comptabilité, confia qu'il avait créé un fonds privé pour aider les employés en cas d'urgence financière, sans jamais le rendre public. Histoire après histoire, un nouveau portrait de son père se dessinait. En surface, il avait toujours été dur, tranchant, guidé par les affaires, mais en coulisses, il avait agi dans l'ombre pour faire le bien. Pourquoi aurait-il gardé tout ça secret ? Demanda Giulia à Claudia un après-midi, autour d'un café. Parce que ton père avait peur, répondit l'assistante. Peur d'être vu comme faible, peur qu'on profite de sa gentillesse. Il venait de rien, Giulia, il a tout bâti à la force de ses bras. Quand on grandit dans ce genre de lutte, ajouta-t-elle, la confiance ne vient pas facilement. Quelque chose changea en Giulia. Elle cessa de voir son père uniquement comme l'homme qui l'avait déçu. Elle commença à le voir comme une personne complexe, imparfaite, quelqu'un qui, à sa manière bancale, avait tenté de bien faire. Puis la tempête arriva. Elle débuta un jeudi soir. Le ciel s'assombrit d'un coup, et un premier coup de tonnerre annonça ce qui allait suivre. Giulia était à l'hôpital lorsque les premières gouttes frappèrent les vitres. Comme toujours, le chat était couché près de son père, insensible aux grondements dehors. Mais dès que la tempête se déchaîna, vent violent secouant les fenêtres, éclairs déchirant le ciel, le chat devint nerveux. Il se mit à faire les 100 pas, miaulant fort, les yeux fixés sur la fenêtre. « Il veut sortir ?» demanda doucement l'infirmière. « Les chats deviennent souvent anxieux pendant les orages. »« Ne le laissez pas partir, » dit Giulia rapidement. « Il pourrait se perdre dehors. » Mais le chat ne se calmait pas. Minute après minute, son agitation augmentait. Et puis, sans prévenir, il bondit et s'échappa par la fenêtre entr'ouverte avant que quiconque puisse réagir. Giulia se précipita, mais l'animal avait déjà disparu dans la nuit, avalé par le vent et la pluie battante. « Non !» cria-t-elle. « Je vous en prie, quelqu'un, il faut retrouver ce chat !» Le docteur Matteo pose une main calme mais ferme sur son épaule. « Giulia, on ne peut pas sortir par ce temps, c'est trop dangereux. Il reviendra une fois la tempête passée. » Mais le chat ne revint pas, ni cette nuit-là, ni le lendemain, ni même le jour suivant. 3 jours passèrent sans aucune trace de lui. Et durant ces 3 mêmes jours, l'état de Lorenzo Rivas se détériora. Les signes de progrès, autrefois encourageants, commencèrent à disparaître. Sa tension artérielle chuta, sa respiration devint faible, son corps s'affaiblissait d'heure en heure. Le docteur Matteo prit Giulia à part. « On dirait qu'il perd la volonté de s'accrocher, » dit-il doucement, comme si quelque chose qui l'ancre et venait de disparaître. Giulia ne pouvait plus rester à attendre. Au matin du 4e jour, elle quitta l'hôpital et partit chercher le chat dans la ville à pied. Elle erra dans des rues qu'elle n'avait jamais explorées, appelant le chat à chaque coin, fouillant les ruelles sombres et les recoins tranquilles. Les gens la regardaient, cette femme bien habillée, marchant dans les flaques, criant le nom d'un chat dans le vent. Mais elle s'en moquait. Elle ne cherchait pas un simple animal, elle cherchait un symbole, un espoir, ce fil fragile qu'il avait enfin reconnecté à son père après tant d'années. La pluie avait cessé, mais le ciel restait couvert et pesant. C'est au 5e pâté de maison qu'elle l'entendit, un miaulement faible et douloureux venant d'une ruelle étroite. Elle courut vers le son. Il était là. Le chat gisait immobile près d'un mur, son pelage trempé et sale. Il semblait blessé. Une femme était agenouillée à côté de lui, caressant doucement son flanc. « S'il vous plaît, pouvez-vous m'aider ?» demanda la femme en levant les yeux alors que Giulia approchait. « Je l'ai trouvé ici hier. Je crois qu'il a été renversé par une voiture. » Giulia s'agenouilla à ses côtés, le cœur serré devant la scène. Le chat souffrait visiblement, il respirait difficilement et une de ses pattes arrière était tordue de façon anormale. « Je l'emmène chez le vétérinaire », dit Giulia en retirant rapidement sa veste pour envelopper l'animal aussi délicatement que possible. « Attendez », dit la femme en la fixant du regard, « je connais ce chat. Ce n'est pas celui que M. Lorenzo nourrissait sur le parking de l'entreprise ?»
Les yeux de Giulia s'écarquillèrent. Elle observa plus attentivement le visage de la femme, ridé, fatigué, mais étrangement familier. « Comment connaissez-vous mon père ?» demanda-t-elle. La femme esquissa un petit sourire triste. « J'ai travaillé pour votre famille il y a longtemps. Je suis Teresa, j'étais la gouvernante. » Le nom frappa Giulia comme une décharge. Teresa. La femme qui avait été comme une seconde mère durant son enfance, qui avait disparu de sa vie alors qu'elle n'avait que 15 ans. Elle n'avait jamais vraiment su pourquoi. Un jour, Teresa était là, la consolant, lui brossant les cheveux, cuisinant ses biscuits préférés, et le lendemain, elle était partie, sans un mot. « Doña Teresa » murmura Giulia. Sa voix se brisa. « Je ne savais pas que vous étiez encore en ville. »« Je ne suis jamais partie, » répondit Teresa calmement. « Je n'avais nulle part où aller. » Giulia baissa les yeux vers le chat blessé dans ses bras, puis les releva vers cette femme qui avait tant compté pour elle. Tellement de souvenirs, tant de questions restées sans réponse lui tourbillonnaient dans la tête. « Vous voulez venir avec moi ?» demanda-t-elle doucement. « Je dois l'emmener chez le vétérinaire, mais ensuite, j'aimerais vraiment parler avec vous. » Teresa hésita un instant, puis hocha lentement la tête. Cher auditeur, si cette histoire vous a touché, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Revenons à l'histoire. La clinique vétérinaire la plus proche se trouvait à 10 minutes à peine. Giulia conduisait en silence, les mains crispées sur le volant. À côté d'elle, Teresa tenait délicatement le chat blessé dans ses bras. Le pauvre animal gémissait doucement, chaque son trahissant sa souffrance. Dès leur arrivée, un jeune vétérinaire nommé Dr Stefano les prit immédiatement en charge. Après un examen minutieux, il donna son diagnostic. « La patte arrière est cassée, dit-il doucement, et il est gravement déshydraté. Il montre aussi des signes de malnutrition à long terme. Il aura besoin d'une opération, de médicaments et d'une surveillance constante. »« Combien cela va-t-il coûter ?» demanda Giulia. Le vétérinaire fit une pause et fit quelques calculs. Avec l'opération, les soins de nuit et le traitement complet. Cela reviendra à environ 5000 pesos. C'était une somme importante. Giulia pensa à ses économies, le fonds d'urgence qu'elle gardait depuis des années. Mais elle regarda ensuite le chat, celui-là même qui avait réussi à toucher son père quand plus personne n'y arrivait. Et sans hésiter, elle prit sa décision. « Faites tout le nécessaire, je paierai. » Pendant que le personnel de la clinique préparait l'opération, Giulia et Teresa attendaient dans la salle de réception. Le silence entre elles était chargé d'histoires, des années de confusion, de douleur et de questions restées sans réponse. Finalement, Giulia rompit le silence. « Pourquoi êtes-vous partie, Doña Teresa ?» demanda-t-elle doucement. La femme âgée soupira, ses doigts tremblant légèrement sur ses genoux. « Je ne suis pas partie de mon plein gré, ma chérie, » dit-elle. « On m'a envoyé loin. »« Mais pourquoi ?» demanda Giulia, à peine audible. « Vous étiez comme de la famille pour nous. » Teresa baissa les yeux, prenant un moment avant de parler. « J'ai entendu quelque chose que je n'aurais pas dû, » commença-t-elle. « Ta mère et ton oncle Ricardo faisaient des plans en secret dans le dos de ton père. Ils essayaient de prendre de l'argent à l'entreprise sans qu'il le sache. J'ai tout raconté à ton père, il m'en a été reconnaissant. Mais ensuite... »« Ensuite quoi ?» insista Giulia. « Ensuite, ta mère a découvert que c'était moi qui lui avais dit. Elle m'a menacé. Elle a dit qu'elle m'accuserait de vol si je ne partais pas discrètement. Ton père a essayé de me protéger, mais elle a provoqué un scandale. Elle a rendu les choses insupportables. À la fin, ils ont décidé de me verser une indemnité et de me faire signer un accord de confidentialité. » Giulia sentit une vague d'incrédulité l'envahir. Sa mère, son oncle, avait-il vraiment fait ça? Et son père avait laissé faire? Il n'avait pas le choix, dit Teresa doucement. Il ne voulait pas détruire la famille, il avait peur que tout s'écroule. Il m'a donné une grosse somme d'argent et s'est excusé, mais j'étais tellement blessé. J'ai refusé sa générosité, j'ai laissé ma fierté parler, je ne lui ai jamais répondu. « Doña Teresa » murmura Giulia. « Il a essayé de me recontacter pendant des années, » poursuivit la femme,
des larmes coulant sur ses joues. Il envoyait des lettres, demandait à me voir, mais j'étais amer. Je ne lui ai jamais laissé la chance de s'expliquer. Et maintenant, il est allongé dans un lit d'hôpital, inconscient, et je n'aurai peut-être jamais l'occasion de lui dire que je suis désolé moi aussi. Submergée, Julia serra dans ses bras la femme qu'il avait élevée comme une seconde mère. Elles pleurèrent toutes les deux, des larmes pour le temps perdu, pour toute la fierté qui s'était dressée entre elles, pour tout ce qu'elles ne s'étaient jamais dit. Quand l'opération fut terminée, le docteur Stefano revint avec de bonnes nouvelles. L'opération s'est bien passée. Sa patte guérira, mais il devra rester ici sous observation pendant quelques jours. Vous pourrez venir le voir demain. Julia régla la totalité de la facture, vidant presque toutes ses économies, mais elle n'hésita pas une seule seconde. Ce chat était devenu bien plus qu'un simple errant. Il faisait maintenant partie de quelque chose de bien plus grand. Il était devenu un lien, entre elle et son père, entre le passé et le présent. Le lendemain, elle retourna à la clinique, Teresa à ses côtés. Le chat était encore faible, mais montrait déjà des signes d'amélioration. Quand Julia tendit la main et passa doucement ses doigts dans sa fourrure, il se mit à ronronner doucement. « Il faut qu'on le ramène à l'hôpital », dit Julia au vétérinaire. « Mon père s'éteint, je crois qu'il a besoin de lui. » Le docteur Stefano semble inquiet. Il est encore en convalescence. Le déplacer maintenant serait risqué. « S'il vous plaît, » supplia Julia, « c'est urgent, je sais que c'est ce dont mon père a besoin. » Après un moment d'hésitation, le vétérinaire céda à une condition. Il peut partir, mais il devra revenir pour les soins de suivi. Ne les négligez pas. Julia plaça délicatement le chat dans une caisse de transport et partit directement vers l'hôpital. Teresa était à ses côtés, silencieuse mais attentive. En entrant dans la chambre 312, le docteur Matteo était déjà là, surveillant les machines et consultant le dossier de Lorenzo. « Julia, dit-il d'un ton grave, il faut qu'on parle. L'état de ton père se détériore rapidement. Je ne sais pas combien de temps il lui reste. »« J'ai amené le chat », l'interrompit Julia, ouvrant déjà la caisse. Le chat en sortit lentement, boitant légèrement à cause de sa blessure, mais chaque mouvement montrait une volonté farouche. Sans hésiter, il s'approcha du lit et grimpa doucement à côté de Lorenzo, se blottissant contre sa poitrine. Il se mit à ronronner. Ce son régulier, apaisant, remplit la pièce. Et puis, quelque chose d'incroyable se produisit. La main de Lorenzo trembla, un petit frémissement, à peine perceptible, mais réel. « Mon Dieu !» murmura le docteur Matteo en se précipitant au chevet. « C'est extraordinaire !» Dans les jours qui suivirent, avec le chat toujours à ses côtés, Lorenzo montra de plus en plus de signes de vie. Des mouvements subtils, des réflexes améliorés. Même les tests neurologiques commencèrent à révéler des signes encourageants. Le personnel médical était stupéfait. Personne ne savait l'expliquer. Julia resta aux côtés de son père chaque jour, lui parlant comme s'il entendait chacun de ses mots. Elle lui parla de Teresa, de ce qu'elle avait découvert, de l'image de lui qu'elle avait enfin appris à comprendre. « Je t'ai jugé trop durement, papa », murmura-t-elle un après-midi en lui tenant doucement la main. « Je pensais que tu étais froid et obsédé par la réussite, mais je me suis trompé. Tu ne savais juste pas comment montrer ton cœur. » Un jour, au cours d'un de ces après-midi silencieux, Julia décida qu'il était temps d'en apprendre davantage sur les intentions de son père. Elle organisa une rencontre avec l'avocat de la famille, maître Andrea Neri, un homme de 70 ans qui connaissait Lorenzo depuis ses débuts modestes. « Il y a des documents », dit l'avocat en ouvrant une armoire sécurisée dans son bureau. « Ton père me les a confiés il y a des années. Il m'a demandé de les garder secrets jusqu'à ses 65 ans. Mais l'accident est arrivé avant qu'il ne puisse les rendre publics. » Julia prit le dossier avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait des plans détaillés, des documents juridiques, des projets humanitaires. Lorenzo avait prévu de donner la moitié de sa fortune, pas pour faire bonne figure, mais pour construire des écoles, des hôpitaux et financer des programmes pour les communautés vulnérables.
La moitié, s'étonna Giulia. Mais c'est des millions. Ton père n'a jamais oublié d'où il venait, dit maître Andrea. Il croyait en l'entraide, mais il avait peur que la famille ne comprenne pas. Il avait donc prévu de le faire discrètement, petit à petit. Est-ce que mon oncle Riccardo est au courant? L'avocat secoua fermement la tête. Personne ne sait, seulement ton père, moi et maintenant toi. Giulia quitta le bureau ce soir-là, bouleversée. Elle avait découvert tant de choses, tant de vérités, tant de secrets, et elle était désormais la seule à pouvoir protéger la vision de son père. Le lendemain matin, son téléphone sonna. C'était encore maître Andrea. « Giulia, dit-il, la voix pressante, ton oncle Riccardo est venu me voir. Il veut que je commence la procédure légale pour faire déclarer ton père mentalement inapte. Il prétend que c'est pour protéger l'entreprise. » « Qu'est-ce que vous lui avez répondu ?» demanda-t-elle. « Je lui ai dit que j'avais besoin de ton accord en tant que fille de Lorenzo, » expliqua l'avocat. « Mais écoute-moi bien, si ton père est déclaré inapte, tous ses projets seront annulés. Tout ce pourquoi il a travaillé, Riccardo s'en emparera. » Giulia n'attendit pas une seconde de plus. Elle se rendit directement au cabinet d'avocat et à son arrivée, Riccardo était déjà là, appuyé contre le mur, un air suffisant sur le visage. « Tiens, regarde qui daigne se montrer, » dit-il avec sarcasme. « La fille prodigue revient. Moi, je m'occupe des affaires pendant que toi, tu perds ton temps avec un chat. »« Je sais exactement ce que tu fais, » dit Giulia, avançant vers lui avec calme mais détermination. « Ah bon ?» répondit Riccardo avec un sourire en coin. « Et qu'est-ce que je fais, selon toi ? Tu veux faire déclarer mon père inapte pour prendre le contrôle total de l'entreprise, mais ça n'arrivera pas. » Riccardo s'approcha, baissant la voix. « Giulia, tu n'es qu'une petite fille naïve, tu ne sais rien du monde réel, il faut bien que quelqu'un prenne les rênes. » « Et ce quelqu'un, répondit froidement Giulia, ce ne sera pas toi. » L'avocat resta silencieux, observant l'échange sans intervenir. La confiance de Riccardo vacilla. Il sentait que le contrôle de la situation lui échappait. « Tu n'as pas le droit de faire ça, » lança-t-il, une pointe de panique dans la voix. « C'est moi qui gère cette entreprise depuis des mois. C'est moi qui l'ai maintenue à flot après que Lorenzo soit tombé dans le coma. »« Maintenu à flot ?» répliqua Giulia d'un ton tranchant. « Ou vidé de l'intérieur ?» Le silence tomba sur la pièce. Le visage de Riccardo pâlit. « Qui t'a dit ça ?» demanda-t-il d'une voix basse. « Peu importe, » répondit-elle. « Ce qui compte, c'est que je le sais, et quand mon père se réveillera, je lui dirai exactement ce que tu as fait. » Riccardo ne répondit pas. Il se contenta de tourner les talons et de claquer la porte derrière lui. Giulia savait que la ligne était tracée. Elle venait de se faire un ennemi, mais elle s'en moquait. Elle n'éprouvait aucun regret. Dans les jours qui suivirent, elle poursuivit son enquête. Elle parla au comptable de l'entreprise, puis au chef de service. Aux employés ayant travaillé directement sous les ordres de son oncle petit à petit, les pièces du puzzle s'assemblèrent. Elle découvrit des transactions suspectes, des contrats frauduleux, de l'argent qui avait tout simplement disparu du coffre de la société. Riccardo n'avait pas seulement dirigé l'entreprise, il en avait détourné les fonds. Giulia rassembla chaque document, chaque preuve, et apporta le tout à maître Andrea. « C'est grave, » dit l'avocat en feuilletant les dossiers. « Honnêtement, cela suffit pour poursuivre Riccardo en justice. »« Pas encore, » répondit Giulia. « Je veux attendre. Je veux que mon père se réveille. Il mérite de voir tout cela de ses propres yeux. » Et lentement, miraculeusement, Lorenzo continua de s'améliorer. Petit à petit, les signes de vie revinrent. Les médecins ne comprenaient pas, mais c'était réel, et le chat, toujours à ses côtés, ne l'avait jamais quitté. Puis Giulia découvrit autre chose, quelque chose qui la bouleversa. Elle parlait avec un membre du personnel de l'hôpital, quand la femme mentionna un détail inattendu. « Ton père venait visiter le service pédiatrique, » dit-elle. « Chaque samedi matin, il amenait le chat avec lui. » Giulia cligna des yeux. « Mon père faisait ça ?» « Oui, il disait que le chat aidait les enfants à se sentir mieux, et c'était vrai. Ils adoraient cet animal. » « Il y a un petit garçon ici, Tommaso.
Il ne réagissait plus au traitement, ne souriait presque plus. Puis ton père a commencé à venir avec le chat, et tout a changé. Julia se rendit directement à l'étage pédiatrique et trouva la mère de Tommaso, Doña Sanchez. Des larmes montèrent aux yeux de la femme tandis qu'elle parlait. « Ton père a sauvé mon fils », dit-elle doucement. Tommaso était découragé par toutes les procédures, il n'avait plus envie de se battre. Et puis Monsieur Lorenzo est venu, lui et ce petit chat, et soudain, mon garçon est revenu à la vie. Il riait à nouveau, il jouait. Un autre morceau du puzzle, une autre facette de son père qu'elle n'avait jamais connue. Derrière le costume, les réunions, la réputation, il y avait un homme qui avait discrètement fait la différence. Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Cela compte beaucoup pour nous et nous aide à grandir. Revenons à l'histoire. Les semaines passèrent. Et Lorenzo continuait à s'améliorer. De petits gestes devinrent des mouvements plus intentionnels. Ses yeux, auparavant vides, commencèrent à bouger sous ses paupières closes. Le docteur Matteo ne cachait pas son émerveillement. « En toutes mes années de médecine, dit-il, je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. C'est comme si ce chat le ramenait à la vie. » Julia passait la plupart de son temps à l'hôpital. Teresa venait souvent, elle aussi. Elle s'asseyait près du lit de Lorenzo, tenant sa main, les larmes aux yeux. « J'étais trop fière, murmura-t-elle un jour. Tu as essayé de réparer les choses et je t'ai repoussé. Mais je suis là maintenant, monsieur Lorenzo. Je ne partirai pas. Je serai là quand tu te réveilleras. » Et puis, un mardi matin, tout changea. Julia était assise sur la chaise près du lit, lisant à voix haute un roman, sa voix calme et régulière, quand elle entendit un son qui la coupa net. Elle tourna lentement la tête vers le lit. Lorenzo Rivas avait ouvert les yeux. « Papa !» s'écria Julia en frappant la sonnette d'alarme. « Papa, tu m'entends ?» Ses yeux se déplacèrent, se fixant lentement sur son visage. Ils étaient d'abord voilés de confusion, puis la reconnaissance. Il la reconnaissait. Le docteur Matteo entra précipitamment dans la chambre, suivi d'une équipe d'infirmières. Ils commencèrent immédiatement les examens, posant des questions, testant ses réactions. Lorenzo répondit en bougeant la tête, en clignant des yeux délibérément, en suivant les consignes du regard. Il ne pouvait pas encore parler, mais il était réveillé. Il était conscient. Puis, comme s'il sentait que le moment était venu, le chat poussa un miaulement fort et s'approcha de Lorenzo, frottant sa tête contre son visage. Avec un effort visible, Lorenzo leva la main et toucha la fourrure du chat. Une larme unique coula sur sa joue. « C'est lui », murmura Julia, la voix brisée. « C'est lui qui t'a ramené, papa. » Les jours suivants furent remplis de thérapies intensives et de progrès lents mais déterminés. Lorenzo commença à retrouver ses forces. D'abord, quelques mots isolés, puis des phrases courtes. La kinésithérapie l'aida à reprendre le contrôle de ses membres, et durant tout ce temps, le chat ne quitta jamais son côté. Puis arriva le moment que Julia attendait depuis si longtemps. Son père, assis avec l'aide d'une infirmière, regarda le chat et prononça sa première phrase complète. « Compagnero », dit-il doucement, « mon compagnon ». Julia essuya ses larmes et sourit. « C'est comme ça que tu l'appelles ?» Lorenzo acquiesça. « Compagnero m'a trouvé quand j'étais perdu », dit-il. Peu à peu, il commença à raconter toute l'histoire. Il lui raconta comment, 5 ans plus tôt, il avait trouvé ce chat tigré seul sur le parking de son entreprise. Comment cette petite créature était devenue son ami silencieux durant les longues nuits et les journées lourdes. Comment il s'était confié au chat sur des pensées qu'il n'avait jamais osé dire à personne. « J'étais seul », admit Lorenzo, la voix encore faible. « J'avais tout, la richesse, la réussite, l'influence, mais j'étais seul. » « Tu m'avais, moi, papa, dit Julia en lui prenant la main. J'étais là, je ne comprenais juste pas. Je t'ai repoussé, répondit-il. J'ai repoussé tout le monde. J'avais peur et trop d'orgueil. C'est alors que Julia lui parla de Ricardo, de l'argent disparu, des mensonges, de la trahison. Lorenzo ferma les yeux un long moment et prit une profonde inspiration. « Je m'en doutais, dit-il doucement.
J'avais mes soupçons. C'est pour ça que j'ai tout préparé avec Andrea. Les projets de don? Demanda Giulia. Il hocha la tête. Je voulais faire quelque chose de différent. Utiliser ma fortune pour faire le bien, comme d'autres m'avaient aidé quand je n'avais rien. C'était la première fois que Giulia entendait parler de ses débuts. Lorenzo commença à raconter. Il avait grandi dans un village pauvre à la campagne. À 20 ans, il était arrivé en ville avec une petite valise et 20 pesos en poche. Il avait dormi dans des foyers, passé des jours sans manger. Puis il avait rencontré Don Vincenzo, un homme d'affaires âgé qui lui avait donné sa chance. « Il m'a tout appris », dit Lorenzo, la voix tremblante d'émotion. « Il m'a donné du travail, il a cru en moi. Et quand il est mort, il m'a laissé une partie de l'entreprise. Il disait que je l'avais mérité. Et à partir de ça, tu as tout construit? Demanda Giulia. Oui, répondit-il. Mais en chemin, j'ai perdu de vue l'essentiel. J'ai oublié de rester proche des autres. J'ai oublié d'être humain. Sauf avec le chat, dit doucement Giulia, souriante. Lorenzo baissa les yeux vers Compagnero, qui dormait paisiblement à côté de lui. Il ne m'a jamais jugé, dit-il. Il n'a jamais rien attendu de moi. Il est juste resté, et c'était suffisant. Alors que Lorenzo retrouvait ses forces au fil des jours, le moment vint d'affronter le passé. Maître Andrea organisa une réunion au bureau. Lorenzo, désormais en fauteuil roulant, s'assit à la table, Giulia à ses côtés. En face, Ricardo. « Tu m'as volé !» dit Lorenzo d'une voix ferme, stable, bien que discrète. « Tu as volé l'entreprise, les gens qui te faisaient confiance, cette famille. » Ricardo ne répondit pas. Il ne dit rien. Il baissa simplement la tête. « J'en avais besoin, » murmura Ricardo. « J'ai toujours vécu dans ton ombre, le frère qui a échoué. Tu avais tout. Moi, je n'avais rien. »« Tu avais une famille, » répondit Lorenzo calmement. « Tu avais mon respect, mais tu as tout gâché. »« Pour de l'argent, » ajouta Giulia. « Tu as trahi ton propre sang pour du cash. » Ricardo leva les yeux, les larmes aux yeux. « Ce n'était pas qu'une question d'argent, » dit-il. « C'était de la jalousie, de la colère que je ne pouvais pas contrôler. Tu as toujours été le meilleur, Lorenzo, celui que tout le monde admirait. Et moi, j'étais toujours juste le petit frère, jamais à la hauteur. » Lorenzo resta silencieux un long moment, puis il parle. « Je te pardonne. » Les mots tombèrent dans la pièce comme un coup de tonnerre. Ricardo cligna des yeux, stupéfait. « Tu me pardonnes ?»« Oui, » répéta Lorenzo. « Parce que moi aussi je t'ai laissé tomber. J'aurais dû être un meilleur frère. J'aurais dû te montrer que tu n'avais pas besoin de rivaliser avec moi. » Giulia observait la scène, les larmes aux yeux. Le père qu'elle avait autrefois vu comme distant et dur montrait maintenant de la grâce. Une grâce sincère, authentique. « Mais, poursuivit Lorenzo, tu rendras tout ce que tu as pris. Et tu te retireras de l'entreprise, pas parce que je suis en colère, mais parce qu'il est temps que tu suives ton propre chemin. » Ricardo acquiesça, les larmes coulant librement désormais. C'était la fin d'un ancien chapitre et le début d'un nouveau. Dans les semaines qui suivirent, tout commença à changer. Lorenzo poursuivit sa convalescence, reconstruisant lentement ses forces. Mais il n'était plus le même homme. Le coma, le chat, la tempête, tout cela l'avait transformé. Il prit la décision d'aller de l'avant avec ses projets solidaires. La moitié de sa fortune fut officiellement consacrée à des initiatives sociales. Il lança des fondations, finança la construction d'écoles et d'hôpitaux et transforma une aile de l'hôpital qu'il avait soignée en centre de thérapie assistée par les animaux. « Si Compagnero m'a sauvé, disait-il, alors peut-être qu'il peut en sauver d'autres aussi. » 6 mois plus tard, le centre ouvrit officiellement ses portes. Il y avait des chiens de thérapie, des chats, même quelques lapins. Des patients de tous âges pouvaient passer du temps avec les animaux, et les résultats dépassèrent toutes les attentes. Des enfants malades guérissaient plus vite, des personnes âgées dépressives retrouvaient le sourire, des patients en rééducation retrouvaient un sens à leur vie, et Compagnero, le petit tigré à l'origine de tout, avait son propre espace dédié dans le centre. Un coin douillet avec des coussins et des couvertures où il pouvait se reposer entre les visites.
Giulia prit la tête de l'entreprise avec une vision renouvelée. Elle lança des programmes de bien-être pour les employés, mit en place des politiques de travail bienveillantes et créa des espaces d'échange et de développement personnel. « Mon père a bâti un empire », déclara-t-elle à son équipe, « mais il a oublié de bâtir des ponts entre les gens. Je ne veux pas refaire la même erreur. » Teresa aussi revint dans leur vie, non plus comme employée, mais comme amie. Elle et Lorenzo passèrent d'innombrables après-midi à discuter, se remémorer et guérir les blessures du passé. Un jour, Lorenzo la regarda et demanda « Tu me pardonnes ?»« Je t'ai déjà pardonné », répondit Teresa avec un sourire doux. « Quand je t'ai vu allongé dans ce lit d'hôpital, inconscient, j'ai compris que la fierté ne vaut rien face à l'amour. » Quant à Ricardo, il rendit tout l'argent et quitta la ville. De temps en temps, il envoyait des lettres. Il y parlait de sa nouvelle vie dans un village tranquille où il tenait une petite boutique. Il avait enfin trouvé la paix, à sa manière. Il en avait besoin, dit un jour Lorenzo en lisant à haute voix l'une des lettres de Ricardo. Il avait besoin de découvrir qui il était, en dehors de mon ombre. Giulia regarda son père avec un nouveau regard. L'homme qu'elle avait autrefois mal compris se révélait enfin. Couche après couche. Il n'était pas parfait, mais désormais il était honnête. Et il faisait des efforts, et cela plus que tout comptait. 1 an après l'accident, Lorenzo organisa une fête. Amis, collègues et proches étaient tous réunis. Et au centre de tout cela, fièrement installé sur un coussin moelleux, se tenait Compagnero, le petit compagnon qui avait sauvé l'âme d'un homme. « Ce chat !» dit Lorenzo pendant son discours, sa voix désormais forte et pleine d'émotion. « Cette petite âme m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié depuis longtemps. Il m'a montré que le lien véritable n'a pas de prix, que l'amour n'a pas besoin de mots ni de statut pour exister, et que le simple fait d'être présent pour quelqu'un peut signifier plus que tout. » Il se tourna vers Giulia, son regard assuré. « Et il m'a appris quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Que le changement est toujours possible, qu'on peut encore demander pardon, qu'on peut réparer ce qu'on a brisé et devenir meilleur, peu importe combien il semble tard. » La soirée se déroula dans la joie, les rires résonnaient, les étreintes se multipliaient et la musique emplissait l'espace. Et Lorenzo, pour une fois, ne pensait pas aux échéances ni aux contrats. Il était simplement un homme, pleinement présent, entouré des personnes qui comptaient vraiment. Plus tard, une fois les invités partis et la maison silencieuse, Lorenzo s'assit sur la terrasse. Compagnero paisible et détendu était blotti sur ses genoux. Giulia le rejoignit, s'asseyant silencieusement à ses côtés. « Merci, murmura-t-elle. « Merci pourquoi ?» demanda-t-il doucement. « Pour m'avoir laissé entrer, pour m'avoir laissé voir le vrai toi. » Lorenzo sourit, caressant doucement le dos du chat. « Compagnero est celui qui m'a réveillé, dit-il. Mais c'est toi la raison pour laquelle je suis resté. » Ils restèrent là, sous les étoiles, père et fille, côte à côte. Et entre eux, le doux ronronnement, comme un rappel discret que la guérison avait commencé. Les pensées de Lorenzo vagabondèrent à travers sa vie. Les chemins de terre de son enfance, la fin, l'ascension vers le succès, les années passées seul au sommet. Et comment, contre toute attente, un chat errant avait tout changé. Il n'y avait pas eu de miracle au sens traditionnel, pas de lumière divine, pas de tonnerre venu des cieux, juste quelque chose de plus discret et bien plus puissant. Un lien, une présence silencieuse et constante, le genre d'amour qui n'attend rien et donne tout. Une fille qui choisit la compassion plutôt que le reproche. Une femme qui a pardonné alors qu'elle aurait pu rester en colère. C'était la forme de grâce qui ne vient que de l'amour. Sur la petite pierre gravée dans le jardin, ils inscrivirent quelques mots simples. « Compagnero, celui qui a donné de l'amour sans rien attendre en retour. » Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. L'esprit de Compagnero vivait encore, à travers le centre de thérapie qu'il avait inspiré, à travers les personnes qu'il avait réconfortées, et à travers le profond changement qu'il avait provoqué chez Lorenzo et ceux qui l'entouraient. Des années plus tard, alors qu'elle travaillait tard dans son bureau, Giulia reçut un appel.
Une femme au bout du fil expliqua qu'elle avait trouvé un chat errant qui avait besoin d'aide. Au lieu d'envoyer quelqu'un d'autre, Julia décida d'y aller elle-même. En arrivant, elle découvrit un chat tigré, étonnamment semblable à Compagnero. Elle l'emmena chez elle, et lorsqu'elle posa doucement le chat sur les genoux de son père, Lorenzo sourit et passa une main sur son dos. « La vie continue d'avancer, dit-il avec un sourire chaleureux. Et l'amour aussi, c'est ça, la véritable leçon. » Il n'avait jamais été question de magie ou d'intervention divine. Ce qui avait vraiment tout changé était bien plus concret et bien plus puissant. L'amour, dans sa forme la plus discrète, la plus sincère. Un petit geste de compassion, une décision de pardonner, un instant de connexion qui traverse le temps. Car il n'est jamais trop tard pour changer, pour tendre la main, pour grandir. Lorenzo Rivas avait autrefois été l'un des hommes les plus riches du pays. Il avait bâti un immense empire, mais au final, ce n'est pas cela que les gens ont retenu. Son véritable héritage était plus profond. Les cœurs qu'il avait aidé à guérir, les liens qu'il avait su reconstruire. L'amour qu'il avait enfin appris à donner et à recevoir, et tout avait commencé grâce à un visiteur improbable, un chat tigré errant, qui sans prononcer un mot avait rappelé à tous ce qui compte vraiment. Fin de l'histoire. Et vous, cher auditeur, que signifie cette histoire pour vous? Croyez-vous que les gens peuvent changer? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Et dites-nous, d'où nous regardez-vous dans le monde? Votre présence et votre soutien comptent énormément pour nous. Et si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. De nombreuses autres histoires émouvantes vous attendent.